C'est parti. Élève Tov, bonsoir, vous m'entendez correctement? Donc ça va super, c'est une bonne chose. Donc la thématique qu'on va aborder ensemble ce soir est intitulée le reproche constructif. A priori, deux mots qui semblent être antinomiques et qui semblent être contradictoires, puisque quand on est dans l'univers des reproches, eh bien, généralement, la personne en tout cas qui subit et qui reçoit ces reproches ne voit pas toujours en quoi ils sont constructifs. Et la difficulté qu'on a, c'est de faire en telle sorte qu'il y ait une relation entre celui qui est en train d'émettre une parole et qui pense qu'en effet celle-ci a besoin d'être émise, et celui qui reçoit cette parole de l'autre côté et qui a besoin de recevoir ce que l'autre a véritablement voulu y mettre. Ça, c'est donc juste pour poser un petit peu le point de départ. On va tout d'abord réfléchir sur ce que j'appellerais l'univers des relations. Et de manière plus particulière, puisque c'est quand même ici un point central, la relation à l'enfant. Lorsque deux individus se rencontrent, lorsque deux personnes se découvrent, eh bien, la nature de l'humain fait que nous sommes avant tout dans ce que l'on appelle un jugement de l'autre. C'est ainsi en effet que nous fonctionnons tous, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la première Mishnah, le premier enseignement des Pirkei Avot nous dit que Hevu metunim badin, soyez circonspects, c'est-à-dire prenez du temps dans le jugement. Alors bien sûr, la première traduction, vous la connaissez, elle est évidente, c'est soyez vigilants lorsque vous êtes dans une position de juge et prenez le temps avant de juger, ça c'est dans le cadre juridique. Et puis vous avez une autre dimension qui s'inscrit, qui est ce que l'on appelle le jugement, c'est-à-dire celui que l'on a vis-à-vis de l'autre, du tiers. Dès le moment où nous voyons quelqu'un, dès le moment où nous sommes dans une rencontre quelle qu'elle soit, nous sommes dans un jugement qu'on le veuille ou pas. On s'observe, on s'examine. Il y a un certain nombre de critères qui n'ont rien d'objectif, d'ailleurs, qui sont totalement subjectifs, qui vont faire que suivant le regard, le look, la manière d'être, on va catégoriser certaines personnes. Et d'ailleurs, certains en jouent énormément. Eh bien, nos maîtres nous disent « Hevu metunim badin », soyez circonspects dans le jugement, c'est-à-dire faites attention de ne pas être trop rapidement dans ce jugement qui va classifier l'autre et qui va être un élément déterminant par la suite à l'intérieur de la relation. C'est ce que j'appellerais l'univers des a priori, c'est ce que j'appellerais l'univers de la subjectivité. C'est-à-dire, on va voir une personne, on est dans une classification, et à partir de cela, la relation s'organise à travers ce premier regard, à travers ce jugement que l'on a pu avoir de l'autre. Et c'est ainsi que nous fonctionnons tous. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que j'arrive ici pour la première fois donner cours et que vous me voyez arriver avec un blouson de cuir et un jeans et des Santiago et autres accessoires du même genre qui n'a rien de rédhibitoire. Je suis habillé. Vous êtes bien d'accord qu'à ce moment-là, vous allez dire, attendez, il y a erreur sur le programme, c'était pas un concert de rock, c'était un cours. La parole que je vais émettre par la suite risque d'avoir dans un premier temps moins de poids, de par le fait qu'elle est émise par un individu qui au fond ne correspond pas nécessairement à l'image que l'on a de celui qui devrait apporter une parole d'enseignement. Alors je prends volontairement cet exemple. Pourquoi et quel est le rapport au fond avec le reproche constructif? Pour l'instant, vous ne le voyez pas, on va y arriver dans quelques instants. Lorsque nous sommes dans une relation avec l'enfant, nos enfants arrivent tous de la même manière, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont au monde, lorsqu'ils sont tout petits, globalement, on a l'impression que c'est plus ou moins la même chose, alors qu'ils sont déjà totalement différents, mais ce n'est pas encore visible. Et donc, bien sûr, cet enfant, on va s'en occuper plus ou moins de la même manière que l'autre. Un beau jour, ces enfants commencent à exprimer leur particularité, leur spécificité. C'est-à-dire, un jour,
On commence à faire le constat que cet enfant, eh bien, pleure plus que d'autres, il a l'air, a priori, d'être plus entêté qu'un autre, que sais-je. Chacun d'entre eux commence à exprimer une particularité. Et donc, à ce moment-là, en tant que parents, nous rentrons dans ce que j'appellerais la catégorisation de l'enfant. C'est-à-dire, on commence dans notre tête à lui donner un statut. Et que va-t-il se passer? Lorsqu'il aura une action X, Y ou Z, nous allons valider ou invalider ce qu'il est à travers l'action qu'il a pu faire. Traduction. Un enfant, on a l'impression qu'il n'aime pas aider. Il est petit, on lui demande fais ceci, range, amène-moi, non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas. Donc dans notre tête, c'est l'enfant qui n'a pas envie d'aider, avec un regard qui commence à être un peu péjoratif sur lui. Il est évident que par la suite, chaque fois qu'il fera un acte qui peut aller dans le sens de l'image que nous avons de lui, eh bien cet acte ira alimenter le regard que l'on porte sur lui. Et donc, au bout d'un moment, nous aurons en tant que parents une forme de carte de ce qu'est l'enfant, de ce qu'il n'est pas. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et généralement, c'est ce qui se situe dans toutes les histoires de famille. Et d'ailleurs, vous savez, c'est toujours très surprenant pour les parents quand ils entendent que leur enfant est invité chez un ami et que cet ami dit « mais qu'est-ce qu'il est serviable !» Et le parent dit « t'es sûr que c'était mon fils ou ma fille qui était chez toi ?» Oui. Mais tout simplement, on sait préformer une image et à partir de là, on va voir si c'est mieux, c'est autre chose. Mieux, je ne sais pas, c'est autre chose. Et donc, ce qui est sûr, c'est que au niveau des cordes vocales, je vais moins tirer. Et donc, à partir de cela, eh bien, on commence donc à, j'ai pas envie de dire lui faire un casier judiciaire, mais presque. Va venir l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être l'étape dans laquelle on va chercher à intervenir sur cet enfant par rapport aux éléments qui nous posent problème. Et là, on rentre dans l'univers du reproche. Le reproche, a priori, c'est quoi? Et on va voir qu'il y a deux termes. Pour l'instant, on utilise reproche, et j'ai envie qu'on arrive après au terme de remontrance. Et pour l'instant, on est au niveau du reproche. Le reproche, c'est quoi? Eh bien, on le met face à quelque chose, mais qui est lui. C'est-à-dire que cet enfant, on a vu que ce n'était pas d'un naturel de ce qui a m'aidé. Très bien. Et on est en train de lui dire qu'on n'est pas d'accord qu'il soit ce qu'il est. Ça, c'est au fond le paradoxe. C'est-à-dire que on découvre un enfant, cet enfant grandit, on est en train de percevoir qu'il a des particularités, il a des qualités, il a des défauts. Ça fait partie, j'ai presque envie de dire, de sa génétique psychologique. Il y a une forme de nature parfois, une tendance. Et maintenant, ce qui nous pose problème, c'est qu'il soit ce qu'il est. Vous vous rappelez de la chanson, je ne sais plus si c'était de Souchon ou de quelqu'un, « Maman, comment... allô maman Bobo, comment tu m'as fait, je suis pas beau ». Qui chantait ça? Peut-être lui, j'en sais rien. Alors, donc c'était... je vois qu'on a donc... je valide donc ce que j'ai dit. Cette chanson, ouais, la première fois que j'ai entendu, enfin, je ne suis pas un fanat, mais c'est le genre de choses, c'est que vous entendez un jour. Et c'est intéressant. En deux mots, il est en train de dire à sa mère, pourquoi tu... Mais elle dit pour rien. Hein. En deux mots, qu'est-ce que tu lui dis? Donc, notre problème numéro 1 à nous, c'est d'abord de savoir est-ce que l'on accepte la réalité de ce que l'on a en face de soi. Si le reproche, c'est ne pas vouloir que l'enfant soit ce qu'il est, mais c'est comme ça qu'on nous l'a envoyé. C'est comme ça qu'il est arrivé. La Gemara nous dit que chaque enfant, suivant la manière dont il a été conçu, le moment dans lequel il est né, arrive dans le monde avec un certain nombre d'éléments qui sont positifs et d'autres qui le sont moins. Clairement.
Rousseau disait « l'homme n'est bon, c'est la nature qui le rend mauvais », la Torah nous dit « Ki yetzer lev ha'adam ra mino urav » que la tendance profonde de l'humain, ra, est quelque chose de ra, de négatif, mino urav depuis sa tendre jeunesse. L'enfant n'arrive pas qu'avec des qualités. Il n'arrive pas qu'avec des aréoles au-dessus de sa tête, de petits anges. On va le voir. Et toutes les mamans et tous les papas du monde qui ont observé ressentent et pressentent déjà chez un enfant ce qui va être des choses qui vont par la suite justifier de reproches. Mais il n'a pas cherché à l'être, il l'est. Donc à partir de là, on va essayer de comprendre à quoi ça sert un reproche. Est-ce qu'il faut en faire? Et si oui, de quelle manière? Vous n'allez pas reprocher à un enfant d'être petit, d'être grand, d'être plutôt corpulent, d'être plutôt mince, d'avoir des yeux bleus, verts, orange, comme vous voulez. Pourquoi? Parce que ça, à la limite, ça ne nous pose pas de problème dans la relation au quotidien. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, travail numéro 1, c'est d'accepter. On ne peut rentrer dans un univers dans lequel on dira quelque chose par rapport à un élément qui ne va pas, que dans la mesure où on est d'abord prêt à accepter la réalité de cet enfant à qui on a envie de faire des reproches par rapport à un mode de fonctionnement qui prend son origine à l'intérieur de ce que nous avons, nous, en tant que parents, conçu, voire même de ce que nous avons développé à travers ce que nous sommes, à travers l'environnement dans lequel on l'a mis, et qui fait qu'aujourd'hui il fonctionne de cette manière. Un des exemples les plus flagrants, les plus géniaux, c'est, ça on l'a vu tellement de fois, de ce parent qui dit « Mais tu vas arrêter de te crier, toi !» Toi, tu veux quoi? C'est intéressant, mais c'est un grand classique. Donc oui, en effet, il crie. Mais il l'a bien pris quelque part. Donc en 2 mots, première chose, l'enfant est ce qu'il est. Point. Alors la question est de savoir pourquoi je vais lui faire un reproche. Parce que ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange? Et là, on va revenir à quelque chose qui sont les fondamentaux et qu'on connaît, qu'on a déjà vu une fois ensemble dans un cours, qui sont les choses suivantes. En tant que parents, nous avons tous projeté l'image d'un enfant. Et lorsque l'enfant, à travers ce qu'il est réellement, ne rentre pas en phase avec l'image telle qu'on l'a projetée de lui, ça nous embête. Mais c'est là où commence justement l'histoire de l'éducation. L'histoire de l'éducation commence justement dans ce travail d'acceptation. Dans ce travail d'acceptation qui va être l'élément qui permettra par la suite à notre parole de pouvoir avoir un impact sur cet enfant, pour pouvoir en effet travailler sur ces éléments qui font partie de ce qu'il est en tant qu'individu qui est arrivé au monde avec un patrimoine et que nous avons parfois amplifié à travers nos modes de fonctionnement. Accepter, c'est voir donc l'enfant comme étant un sujet qui a sa place à part entière, qui est aimé dans ce qu'il est, mais vis-à-vis duquel nous avons une responsabilité qui est de faire en telle sorte que les points qui ne vont pas chez lui puissent changer et que les points qui vont puissent se développer. Et ça, si ce n'est pas clair dans notre tête, l'enfant verra nos reproches comme étant avant tout une stratégie que l'on met en place pour obtenir de l'enfant qu'il soit celui que l'on veut. Donc en 2 mots, au centre de l'histoire, c'est plus lui, c'est moi. C'est pour l'amener à être ce que je veux que je vais mettre en place des reproches. Non. L'enfant est là, j'ai une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de découvrir ces éléments-là qui me posent problème. Non. Ces éléments qui posent problème en tant que dans l'absolu.
D'ailleurs, vous constaterez que parfois, on fait des reproches quand l'enfant est dans un cadre, mais pas dans un autre. T'as vu comment tu te tiens quand il est soumis au regard des autres? Mais quand on est tous à la maison en mode détente et ultra détente, là, ça ne pose plus de problème. Donc le problème, c'est pas qu'un enfant doit savoir que dans la vie, on se tient. C'est que j'ai envie d'exhiber un enfant qui sait se tenir. Donc le sujet, c'est pas lui, c'est moi. Donc vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, la parole, elle n'a plus de poids, elle ne représente plus rien. Elle n'a pas sa raison d'être. Et notre problème à nous, au fond, c'est d'abord de comprendre ça. De dire, voilà, et je le redis encore, il est là, il est cette réalité, j'ai une responsabilité. Et il se trouve, c'est évident qu'à partir du moment où les mots que je vais dire vont aider l'enfant à travailler sur les points qui ne vont pas et à développer les points qui vont, c'est évident que je vais en tirer du bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur que je vais en tirer qui est à l'origine de ce que je vais faire. C'est un principe de responsabilité. Et ce principe de responsabilité va m'amener à quoi? À me dire, voilà, un enfant qui a tendance à ne pas vouloir faire des choses, à ne pas aider, qui a tendance à mentir, qui a tendance à fuir la réalité. D'accord? Ma responsabilité, c'est de l'amener sur ce point qui ne va pas à changer. Comment je fais? Quelle est la meilleure stratégie? Et vous savez très bien que si vous êtes chef d'entreprise, ou si vous avez un projet, vous savez quel est l'objectif, mais si vous n'avez qu'une manière de l'atteindre, il y a de fortes chances que vous ne l'atteigniez jamais. Pour atteindre un objectif, il faut imaginer les différents process. Il y a une ligne à gauche, mais une ligne à droite. Il y a un chemin court et il y a un chemin rapide. Et le chemin le plus court n'est pas toujours le plus rapide, et le rapide n'est pas toujours le plus court. Et pour pouvoir atteindre tel et tel objectif, on n'atteint pas de la même manière. Si demain vous voulez vendre et réussir une négociation avec des Chinois, et que vous voulez vendre et réussir une négociation avec des Mexicains, vous n'avez pas la même méthode. Vous vendez le même produit, mais la méthode, elle n'est pas la même. Pourquoi? Parce que là, c'est un Mexicain, là, c'est un Chinois. Mais l'objectif, il est le même. C'est la même chose. Cet enfant, il est là. Mon objectif, c'est quoi? C'est de l'aider à se séparer d'un dysfonctionnement, à avoir un mode de fonctionnement autre. Donc, le reproche, c'est un terme générique qui signifie une action pour pouvoir amener cet enfant à se transformer sur un point qui est négatif pour lui et vis-à-vis duquel j'ai une responsabilité par rapport à lui. Et en effet, à un moment, dire à l'enfant ce n'est pas bien, ça fait peut-être partie de la panoplie, mais ce n'est qu'un élément de la panoplie. Je veux un exemple très simple. En tant que juif, on se sent responsable de notre histoire collective. Je rencontre demain quelqu'un qui dit je m'en moque. Il est à l'image de celui qui creuse un trou dans son bateau, mais dans le bateau on est tous, mais il dit c'est ma place, je l'ai payé, je fais ce que je veux. Mais le bonhomme, vous savez, il fait 2,20 m. C'est une armoire à glace. Alors si c'était un petit freluquet d'1,40 m, j'aurais dit ouais, t'as pas honte, arrête tout de suite, ça aurait marché. Avec lui, je vais m'amuser, tiens, je vais dire la même chose, je vais me passer par-dessus bord. Mais l'objectif est toujours le même, il faut qu'il arrête de creuser le trou. Alors j'ai commencé par lui faire des compliments. Ou que sais-je? Je ne sais pas. Mais il va falloir que j'invente. Mais l'objectif, il est le même. Le problème, c'est que parfois, vous avez des enfants, ils sont tous les mêmes. On a l'impression. Ils sont tous dans le même cadre, ils ont plus ou moins le même âge, ils ont un peu de différence, et on veut utiliser la même méthode. C'est quoi la méthode qu'on veut utiliser? La méthode, et on l'a déjà vu ensemble, du reproche, qui est au fond un rapport de force que l'on utilise à notre avantage. Vous vous rappelez, je pense que c'était dans un des tout premiers cours, nous avions vu qu'au fond, le drame de l'éducation, c'est qu'on utilise la force que nous avons, nous, en tant que parents, pour obliger nos enfants à travailler, non pas travailler, mais à faire disparaître un trait de caractère, parce qu'on a un rapport de force à notre avantage. Le rapport de force, quand ils sont petits, c'est je te fous dessus, et quand ils sont grands, je te paye un scooter. C'est la même chose. Dans un cas, c'est la violence, dans l'autre cas, c'est l'argent. Dans les deux cas, je dispose de quelque chose, et ces choses dont je dispose, je vais l'utiliser pour obtenir ce que je veux. Je veux que tu travailles, je veux que tu arrêtes. Je veux pas que tu travailles, je veux que tu arrêtes d'être paresseux. Comment je l'obtiens? Je t'oblige.
je te crie, je te sanctionne, je te paye, je te promets. Dans tous les cas, je suis celui qui dispose d'un moyen, nous avons les moyens de nous faire parler. Ben non. Parce qu'on a vu que le drame du système, c'est quand le rapport de force n'est plus à notre avantage, quand l'enfant n'a plus peur de nos coups, de nos cris, quand l'enfant n'a plus peur de notre désamour, quand l'enfant n'a plus besoin de nous pour pouvoir s'acheter son scooter parce qu'il s'est déjà acheté sa propre moto. Ce jour-là, notre responsabilité de parents, on ne peut plus l'assumer, alors que nous l'avons toujours. Parce que nous avons utilisé un système, et ce système ne marche plus, le loup joujou ne fonctionne plus. Donc reproche, ça va être au fond ici, un terme générique, qui est là pour signifier comment fait-on pour pouvoir en effet réussir à faire évoluer un enfant sur les points sur lesquels il doit travailler parce que ce sont des défauts et qui objectivement à terme vont être dommageables, et comment faire dans un second temps aussi pour l'aider à développer des qualités qu'il a besoin de développer s'il veut réussir et construire sa vie. Un exemple très simple, la capacité d'être dans la continuité. Je dis quelle qualité, un truc très simple. La continuité, c'est je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout et je lâche pas, même si c'est difficile. C'est-à-dire, en deux mots, je suis ce que l'on appelle un mensch, c'est-à-dire quelqu'un qui n'utilise pas les difficultés qu'il a pour pouvoir prendre la fuite. Comment je fais pour développer cette notion-là? Comment je fais en disant « mais c'est pas bien, t'as pas honte, regarde, tu vas pas y arriver, c'est une catastrophe, et chaque fois t'arrêtes. » Oui, ben oui, on est au courant. Je ne suis qu'en train de lui dire avec d'autres mots qu'il ne possède pas cette qualité qui est fondamentale. Alors moi, si demain, quand on me dit que je ne possède pas une qualité fondamentale, et qu'on me le dit de manière forte, brusquement, elle apparaît dans ma vie, moi je suis pour. Hein. Je vous fais la liste exactement des différentes qualités qui me manquent, il y en a un certain nombre. Je vous fais la liste des défauts que j'ai, et il y en a encore un plus grand nombre. Vous me le dites de cette manière, si ça marche, je suis très heureux. Or, je sais très bien qu'au fond, ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, pourquoi on ne le fait pas? Si ça ne marche pas, pourquoi on le fait? Expliquez-moi, ça ne sert à rien. Concrètement, ce n'est pas parce qu'on va les dire de cette manière que les choses vont changer. Donc on va voir que il y a une autre idée et on va essayer de pénétrer à l'intérieur. Réfléchissons. Nous, en tant qu'adultes, lorsque nous avons à un moment quelque chose qui nous pose problème chez quelqu'un qui est en face de nous, d'accord? Et qu'on a envie que cette personne change, comment est-ce qu'on fait? Alors, on réfléchit, comment cette personne va-t-elle réussir à l'entendre? J'ose espérer. Si on est dans une relation de couple, et que l'on voit que l'autre possède un défaut, et que ce défaut, on pense que ça serait bien pour lui, dans sa construction personnelle, de le faire disparaître, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va faire? Et là, on se pose et on commence à réfléchir. Et on se dit, ben, si je lui dis, mais on sait très bien que même si on lui dit, ça ne change rien, puisqu'on lui a déjà dit, ça n'a rien changé. Donc pourquoi on le dit à nouveau? Cette stratégie-là ne fonctionne plus, puisqu'on l'a déjà utilisée, ça ne fonctionne pas. Ça fait déjà 15 fois que je lui dis. Alors pourquoi tu l'as déjà dit encore? Pourquoi tu veux lui redire encore? Je n'arrête pas de le lui dire. Mais arrête d'utiliser bêtement ta salive. Tu as déjà 14 preuves, parce que la première fois tu n'étais pas au courant, que ce n'est pas la méthode qui marche. La preuve, c'est que quand tu lui dis, l'autre ne change pas. Donc, méthode invalide, il faut passer une autre méthode. C'est intéressant, c'est-à-dire c'est quand la personne elle est là et puis absolument vous voulez faire un gâteau mesdames, vous voulez faire un truc messieurs et puis c'est 15 fois que j'essaye et ça marche pas. Alors pourquoi tu retentes? Ça sert à rien. Tu as bien vu que c'est pas la méthode, il y a une autre méthode. Le problème c'est que l'autre méthode elle exige une chose. Elle exige qu'on prenne le temps et qu'on réfléchisse. Et ça je suis pas sûr qu'on a envie de le faire. Je m'arrête, je réfléchis. Et je me dis comment puis-je amener cet enfant à comprendre que c'est important dans la vie de se sentir
faisant partie d'une famille, entre autres en débarrassant la table vendredi soir. Je prends un exemple très concret. D'accord? Il n'aide jamais. Première question. Pourquoi c'est important qu'il aide? Alors, c'est sûr et certain que si à la maison papa n'aide jamais, ça a compliqué la tâche. C'est vrai, parce qu'il va falloir le persuader de quelque chose dont il ne voit pas l'intérêt, vu que celui qui est sa référence, ben ça, il est en train de signifier par sa manière d'être que c'est pas important. Ou alors il va dire, papa, bon, je vais aider, tu peux me dire à quel moment on a le droit d'arrêter? Hein, c'est à quel moment? Hein, puisqu'il faut croire que... Ou dans l'autre sens, hein, ça peut se faire dans l'autre sens au niveau des femmes, hein, c'est le même principe. Hein. C'est à partir de quel moment? Bon, donc déjà, ça va être un peu compliqué sur ce point. Donc, pourquoi c'est important? Parce que aider, tout simplement, c'est à un moment s'impliquer dans une relation familiale. C'est faire en telle sorte de montrer qu'on participe tous. Que même si certaines personnes ont une tâche plus importante, mais que malgré tout, c'est pas pour autant que nous-mêmes on ne doit pas s'investir. C'est quelque chose de fondamental pour la suite de leur histoire. Comment on fait passer ce concept? Comment on fait en telle sorte qu'il passe? Et c'est là où j'utilise le deuxième mot, constructif. Si je fais prendre conscience à l'enfant de la dimension constructive et positive qu'il y a, d'arrêter d'avoir un dysfonctionnement et de développer un élément positif, alors là, je lui donne les moyens de développer les énergies pour pouvoir réussir à le faire. Si je ne lui donne pas les moyens de savoir pourquoi il doit se battre, pourquoi vous voulez qu'il se batte? Le reproche constructif, ça commence d'abord en lui montrant quels vont être les bénéfices qu'il va tirer de l'effort qu'il fera pour lutter contre un point négatif de lui-même et pour développer un point positif. C'est quoi ces premières choses? Tout simplement l'amour que vous allez lui donner, le compliment qu'il va recevoir, et le fait que vous allez faire mousser en tant que parent l'acte qu'il a fait, et il va comprendre que derrière ça, il y a quelque chose de bien qui se passe. La preuve, c'est que derrière, il y a des mots, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui se jouent. Comme tu es gentil, c'est super adorable, c'est génial. Vous savez, un homme comprend peut-être pas toujours pourquoi, quand il fait certaines choses pour son épouse, pourquoi c'est si important. Mais la manière dont elle réagit quand il le fait, lui révèle qu'il faut croire qu'il y a quelque chose de super important et de génial là-dedans. Bon, ben on le fait. Mais vous lui demandez pourquoi, il dit pour l'instant je n'ai pas compris encore. La femme va dire à son mari, est-ce que tu peux, l'enfant, le bercer un petit peu, pas il pleure, mais parce qu'elle a pris, que sais-je. Mais la manière dont elle va réagir quand il va le faire lui montre bien qu'il faut croire qu'il y a dedans quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la même chose quand on va demander à un enfant de faire un travail sur un élément qui ne va pas. C'est-à-dire un enfant qui, par exemple, ne veut pas se mettre au travail. Il ne veut pas se mettre au travail. Très bien, il n'a pas envie de se mettre au travail. C'est un enfant globalement normal. Très bien. Alors bien sûr, on ne va pas lui faire une paracha pour lui expliquer le bienfait de se mettre au travail. Alors comment on fait concrètement? Voilà, là on est dans le cas. Parce que vous allez dire, vous êtes sympa, le maître, vous faites la théorie, mais ça reclasse ça. Comment on fait? Il devait faire ses devoirs, il n'a pas fait ses devoirs, il a oublié de nous dire qu'il avait des devoirs à faire. On est le matin, on doit partir dans 10 minutes, et il dit, j'ai pas fait mon truc, et je vais me faire punir, et à cause de ça, je repars. Qu'est-ce concrètement? Donc il va bien falloir faire passer un message. Alors, la question elle est de savoir, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se joue ici? L'enfant n'a pas fait. Plusieurs options. Et on va les explorer. Dis-moi, t'as pas fait parce que t'as vraiment oublié? On va essayer d'identifier. Quel est le problème? C'est un problème d'oubli? C'est un problème de j'ai pas envie de travailler? C'est un problème que j'ai peur devant la difficulté et au lieu de m'y confronter, je prends la fuite? Il y a plusieurs options. Et on va le dire. On va dire, dis-moi, mais pourquoi? T'as pas envie de faire d'efforts? C'est trop difficile? T'as peur d'échouer? Tu penses que... Explique-moi.
On va tout simplement essayer d'abord d'identifier. Donc on va bien montrer à l'enfant qu'on accepte qu'il y a à l'intérieur de lui des éléments qui font que je l'accepte. Une fois que je lui montre que je les accepte, je lui dis, ouais, mais le problème, je comprends que tu as peur de louper. Mais le problème, c'est que concrètement, les devoirs ne sont pas faits, que derrière, il va y avoir des mauvaises notes. On fait quoi? C'est-à-dire, on ramène l'enfant face à la problématique qui est la sienne, on lui montre qu'on l'accepte. On va pas lui dire, mais faut pas avoir peur. J'ai peur. Et comme ça. Donc, on le remet face aux choses. On va dire, alors on fait quoi? Et on montre bien, et c'est très tôt. Très très tôt. Très très tôt, l'enfant doit savoir qu'en effet, il a des éléments négatifs chez lui. On va lui dire, c'est parce que ton yetzer hara, il t'a poussé à manger le chocolat et que quand tu vois du chocolat, tu n'arrives pas à te retenir, c'est ça? Je comprends. Je comprends, il y a des personnes qui en effet, quand elles voient du chocolat, elles ne peuvent pas se retenir, c'est vrai que c'est très difficile. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'on ne peut pas prendre du chocolat quand on veut, ben, il y a des règles et on est obligé de les respecter. Comment on fait? On est dans ce qu'on appelle le reproche constructif. On est en train de construire l'enfant via un événement. On est en train de l'amener à prendre conscience qu'il a en effet des éléments négatifs qui font partie de lui, et on essaye de trouver avec lui la solution. Je vais continuer ça parce que... Et on essaye de trouver avec lui la solution pour savoir... Ah, il y a le micro de secours. Et on essaye... Wow, ah, ça c'est autre chose. Là c'est pour le tour de chant. Et on essaye de trouver avec lui la solution par rapport à la difficulté qu'on a en face de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire aussi, c'est dans une relation de famille. Hein. Bon, on arrive à dire à son épouse, bon, vraisemblablement, il semblerait que tu n'arrives pas à te rappeler des choses quand je te demande. Hein, il semblerait. C'est peut-être ta nature. Bon, voilà, on fait quoi? D'après toi. Est-ce que tu penses que tu peux changer? Est-ce que tu penses que je peux t'aider à changer? Comment on peut faire pour que ça qui est au fond de lui puisse à un moment ne plus être la même chose? Alors, pour l'adulte, il y a ça, mais pour l'enfant, on ne va pas utiliser le même vocabulaire, mais on pose le problème. Il y a des parents qui sont très en colère contre leurs enfants parce qu'ils ne comprennent pas les maths. T'as pas honte, etc. Il y avait tous les cours que je te donne, etc., etc. Ben, il y a un fils qui ne comprend pas les maths, ou il sent ne pas les comprendre. Et c'est vrai que souvent il y a un tel enjeu derrière que le gosse il arrive, il a une telle angoisse qu'il fait ce qu'on appelle en équitation un refus d'obstacle. Donc il est là, on dit bon, vraisemblablement, ça va pas mal. T'aimes pas les maths, d'après toi pourquoi? Comment on peut faire? Parce que de toute façon, il n'y a pas de choix, il va falloir qu'on trouve une solution. Pour ne pas être trop en retard. Et l'enfant me dit, non mais tu comprends, moi je commence à faire, et puis après quand je commence, j'y comprends rien, alors j'arrête. Donc ton problème au fond, c'est pas les maths, c'est que dès le moment où ça va plus, ben, tu perds tes moyens. Bon, très bien. C'est un défaut. C'est un défaut. On va travailler dessus. Et c'est en cela où les choses sont constructives. Parce qu'on est dans l'acceptation. Donc l'enfant sent qu'on n'est pas dans un jugement. Et dans un second temps, on essaye de trouver une piste de solution avec lui par rapport à une problématique dont il se rend compte que l'enjeu va être à terme fondamental. Et ça va être l'autre élément. Bien sûr, avec chaque enfant... et donc quand par exemple un enfant va prendre sa nourriture, la jeter par terre, qu'est-ce qu'on va lui dire en premier lieu? On va dire, ah, je vois que tu avais très envie de jeter par terre, hein. C'est bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant quand c'est par terre, hein? S'il n'y avait rien d'autre à manger, on n'aurait plus à manger, ce serait embêtant. Ah oui, parce que tu étais énervé, je comprends, mais tu vois. C'est tout. Et il prend la mesure. Et lentement mais sûrement, ça s'inscrit. Ça s'inscrit à l'intérieur de lui. Et ces choses-là, on doit, sur chaque point, essayer de fonctionner sur le même principe. Vous savez, c'est au cœur même de nos relations. C'est au cœur de nos relations, et c'est pour ça que j'ai dit, le problème c'est que
On a donné un schéma, on a classifié l'enfant. On a dit, il est ceci, mais c'est très bien, c'est super. Alors d'accord, il a... Donc tu sais que tu as un travail en tant que parent à faire sur ce point-là, qui ne passera pas à travers le rapport de force, mais qui va travailler, qui va passer à travers une stratégie qui est adaptée à cet enfant-là et sur laquelle tu vas devoir travailler. Et vous savez qu'au fond, je pense que l'expression d'une éducation réussie, c'est quand l'enfant est capable de dire « j'ai une difficulté », quand par exemple des copains me disent telle chose, eh bien j'ai qu'une envie, c'est de les suivre, et je n'arrive pas à leur dire non. C'est un défaut. Mais il a appris que dans la vie, on peut poser face aux autres à un moment ce qui est une difficulté, donc un défaut, et poser la question, et comment on fait pour faire en telle sorte que ce défaut, eh bien, n'handicape pas mon existence. Mais si on commence tout de suite à dire, mais c'est pas bien, mais je suis au courant, ça sert à rien. Mais il faut que tu changes. J'ai rien contre. Non mais c'est ridicule parce que tu comprends, mais je sais bien. Mais toi en tant qu'adulte, je me propose une piste. C'est vrai que si nous-mêmes on n'a jamais fonctionné comme ça par rapport à nous, c'est difficile de le faire par rapport à nos enfants. C'est vrai que si nous, en tant qu'adultes, on a toujours essayé de changer en se faisant violence, sans chercher à voir quelle est la stratégie qui nous est la mieux adaptée pour pouvoir à un moment évoluer, alors on va utiliser les mêmes principes. Moi je me fais violence, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même et j'y vais. Mais à quel prix? Et est-ce que véritablement tu n'as pas une autre méthode pour y accéder? Idem au niveau des enfants. Première partie. Donc sur ce point-là, on reviendra, je pense, avec vous au niveau des questions. Partie, ça va être tout ce qui a trait à ce que j'appellerais l'univers relationnel avec nos enfants, dans lequel ils ne sont pas ce que l'on attend qu'ils devraient être, sans qu'objectivement parlant, ça soit quelque chose de négatif. Je m'explique. À un moment, on aimerait que nos enfants aient telle et telle réaction. Ils ne l'ont pas. On aimerait qu'ils fonctionnent de telle et telle manière. Ils ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a vu tout à l'heure, on a souvent un problème de blessure narcissique. Parce que l'image idéale que l'on avait de l'enfant ne correspond pas à la réalité qu'on a en face de nous. Alors, le reproche, souvent, et malheureusement, c'est de leur montrer en quoi ça nous touche, en quoi ça nous affecte, en quoi ça nous fait du mal. Et quand on fait cela, eh bien, généralement, celui qui est très content, c'est le thérapeute qui, dans 20 ans, va s'occuper du dossier. C'est-à-dire, cet enfant à qui on a dit, tu ne te rends pas compte que ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine, moi, ta mère, alors qu'il n'a rien fait d'objectivement négatif, hein, mais il n'a pas, voilà, il n'a pas été... J'aurais pensé que quand on était là-bas, tu m'aurais amené un verre de jus de... J'aurais pensé que... Donc, en 2 mots, voilà, il n'a pas eu ce qu'on attendait véritablement, sans qu'on soit ici dans l'expression d'un vrai défaut. Et là, c'est sûr que c'est très compliqué. Parce que on rentre dans un système de chantage. On rentre dans un système dans lequel l'enfant a l'impression qu'il est responsable de notre bien-être et de notre mal-être. Alors comment est-ce qu'on fait? Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi au fond ça me pose problème. Qu'est-ce qui me pose problème? Et là-dessus, je laisse la page ouverte. Chacun va y réfléchir. Pourquoi, lorsque à un moment l'enfant n'a pas exactement l'attitude que j'aurais imaginée, alors ça me pose problème. Je vous donne un exemple très simple. Je rencontre ça très souvent quand des jeunes vont se marier et que les enfants n'ont pas tout de suite appelé pour dire qu'ils allaient se fiancer, ou alors ils ont décidé de se fiancer avant de dire qu'ils allaient, que sais-je. Enfin, des trucs qui sont totalement conventionnels, qui n'ont... Voilà. Ou alors, il a offert un cadeau, mais il a oublié de nous demander... Enfin, des choses toutes bêtes.
Pourquoi ça nous touche? Pourquoi on fait des reproches? Il est où le problème? Le problème, c'est que brusquement, les schémas ne sont pas dans le monde du réel. Dans le monde du réel, on pensait que les choses devraient se passer autrement. Et puis ça ne se passe pas comme ça. Et on fait des reproches. Et on reproche à l'enfant d'avoir été un être différent. On lui reproche d'avoir décidé qu'il va construire une histoire qui ne sera pas le copier-coller de celle qu'on a imaginé qu'il devrait avoir. Mais c'est extraordinaire. Au contraire, c'est passionnant. Pourquoi? Parce qu'il cherche ici à affirmer une identité. Il cherche ici, à un moment, à montrer qu'il a une particularité. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, en tout cas vous nous avez surpris, parce que nous on n'aurait jamais pensé que vous le feriez de cette manière, mais puisque vous avez pensé que c'était comme ça que ça devait être fait, alors c'est bien. C'est-à-dire montrer au fond qu'on accepte qu'à un moment, un enfant qui va grandir a le droit d'avoir sa manière à lui de fonctionner dans telle et telle situation. Pourquoi tu ne m'appelles pas tous les soirs quand tu es à l'Aïchiba, au séminaire ou à l'université ou en vacances? Mais c'est génial un gosse qui n'appelle pas. C'est extraordinaire. C'est un enfant qui nous montre qu'il peut se passer de nous. Donc nous avons réussi son éducation. Il n'est plus dépendant. Et alors, mais je comprends pas, il m'appelle jamais. Je dis, mais c'est génial. C'est super, vous avez réussi. Ah, mais normalement, oui, mais il y a c'est mal. Vous êtes dans une prison lointaine, vous avez besoin du soutien de votre enfant qui vous dit, rassure-toi, on sortira de là. Non, c'est pas le sujet, hein. Bon, alors. Ah oui, mais je comprends pas normalement. Ben oui, c'est vrai. Il y a plein de situations où on fait des reproches alors que dans l'absolu, où est le problème? Mais où est le problème? Oui, mais attendez, mais c'est... Mais où est le problème? Et c'est vrai que les gens disent que c'est un problème, parce que ça sort du schéma. S'il y a un univers dans lequel on ne doit pas faire de reproches, on ne doit rien dire, mais au contraire applaudir, c'est lorsque justement leur fonctionnement ne correspond pas à celui qu'on aurait imaginé, mais que ce n'est pas un fonctionnement bien sûr qui est à l'extérieur des clous, mais c'est un schéma autre de fonctionnement. Et c'est extraordinaire. Un enfant est là. Je vais raconter une histoire perso qui nous est arrivée avec un de nos enfants qui est venu par Pessah avec sa famille. Puis on rentre Shabbat, Yom Tov à la maison. Et puis il nous dit comment c'est le repas, je vais sortir me promener avec les enfants. Et je me suis dit mais c'est extraordinaire. Enfin, nous sommes dit avec moi, c'est extraordinaire. C'est génial. C'est-à-dire qu'il a compris le besoin de son conjoint avec ses enfants, qui était que maintenant, si on ne les sort pas tout de suite, les enfants vont devenir intenables. Il ne veut pas nous handicaper dans notre relation à la nourriture si on a très faim. Et il a le courage de l'assumer face à nous, c'est-à-dire en deux mots, je suis un être autonome. Et sans vous manquer de respect, tout simplement, j'ai fait face à une situation, je n'ai pas peur, je prends une décision et j'assume. Mais c'est génial. C'est bien. On se regarde, on dit, tiens, pourquoi pas peut-être réussir un petit quelque chose. Il n'a pas peur de signifier à son épouse que voilà, qu'à un moment, je juge que mes parents sont suffisamment intelligents, pas trop bêtes pour comprendre ce que je vais leur dire. Et voilà. Il se trouve que ça s'est passé à la maison, mais ça aurait pu se passer chez vous. Tiens. Et ce genre de situation-là, parfois, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas souvent à la maison, et au moment du repas, vous dites, écoutez, on viendra plus tard. C'est honteux. C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Alors bien sûr, si en effet c'est une fondue savoyarde et que si vous n'êtes pas tout de suite à table, on va avoir un vrai problème avec le fromage, je peux comprendre, il y a des éléments techniques qui posent problème. Si tout de suite derrière le repas on doit tous partir et que là vraiment on ne va pas manger surtout ensemble, on peut dire, écoutez, je comprends parfaitement, mais nous,
on a un petit souci, c'est qu'on va partir d'ici 1 heure, et ça nous fait plaisir, si ça ne vous dérange pas, de point. Après, vous êtes grand, vous êtes adulte, vous décidez. Mais sinon, où est le problème? Il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de problème. Et regardez, souvent, on fait des remontrances et des reproches là-dessus. Pourquoi? Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est ce qui, au fond, fait qu'une vie, dans une relation de famille, dans une relation avec un enfant, se passe de manière sereine. On rentre à la maison le soir, votre adolescent, il est là, il dit, je suis un peu plus, je vais dormir, je mangerai tout à l'heure, mangez sans moi. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Expliquez-moi, il est où le problème? Il n'y en a pas. Ah, mais dans mon schéma, ou dans mon schéma, il y a objectivement parlant quelque chose qui pose problème. Oui, on va tous partir après, oui, c'est la fondue savoyarde, d'accord. Au pire, il mangera un sandwich. Par contre, il y a des choses, s'il me dit je vais m'enfermer avec mon ordinateur, ça on sait que c'est un problème. Et là-dessus, en effet, on va intervenir. Et là-dessus, on va dire, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans cette rabota dans ton étude quotidienne avec ton ordinateur? De quoi tu as besoin? Au fond, qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne que tu n'as pas? On pose. Là oui, parce que là, on sait que ça pose problème. Ça oui, c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de dire. Et puis à ce moment-là, de dire, voilà, quel est le chemin qu'on va prendre pour t'aider à t'affranchir de quelque chose, ou pour travailler sur ce qui est à l'origine de ce dysfonctionnement, mais dans l'acceptation. Toujours dans cette acceptation. Donc, vous voyez qu'on a ici 2 axes. Maintenant, je vais conclure, avant de passer à vos questions, avec le 3e terme. J'ai utilisé le terme reproche au début, mais j'ai appris d'un de mes maîtres qu'en vérité, le terme le plus adéquat, c'est pas reproche, c'est remontrance. Mais les remontrances, c'est sur un point très particulier. On l'a évoqué une fois dans un cours. C'est lorsque l'autre fait quelque chose qui me fait mal. Ça, c'est un cas qui peut exister, rarement dans la relation enfant-parent, mais ça peut exister. La remontrance, ça va être de donner à l'enfant le savoir de l'impact négatif qu'a pu avoir sur ma vie son mode de fonctionnement. Et ça, je vais lui dire. Mais attention, il va falloir aussi que je m'expose éventuellement à ces demandes d'explication de texte parfois. On va dire à l'enfant, pourquoi quand on sort et que je t'appelle, tu n'y as pas immédiatement, ça me touche. J'ai l'impression que je n'existe pas pour toi. Ça, c'est la remontrance. On lui donne la totalité des éléments pour qu'il sache ce que veut dire son fonctionnement par rapport à nous-mêmes. Et là, on va demander à l'enfant de tenir compte de ce que nous sommes, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on n'est pas capable de ne pas souffrir quand il a ce fonctionnement-là. Maintenant, il va falloir que je comprenne pourquoi un comportement A d'un enfant peut-il me toucher en tant qu'adulte. Entre 2 adultes, je comprends. L'enfant qui dit devant tout le monde à sa maman, ouais, de toute façon, j'aime pas ce que tu fais. Pourquoi ça la touche? Ça ne doit pas la toucher. Parce que tout simplement, c'est un enfant. Ce qui pose problème, c'est que c'est un enfant qui, en effet, n'a pas peur de dire devant tout le monde quelque chose de négatif sur quelqu'un. Et ça, par contre, c'est un problème. Mais si l'enfant m'entend ne pas avoir peur de dire devant tout le monde, vous savez, ce prof, c'est une nullité, Manishtana. Toi, tu dis que le prof, c'est une nullité, ma maman, je dis qu'elle ne sait pas faire les croissants en chocolat. Aucune différence. Donc si on travaille sur le concept, on est mal parti. Ah, mais ça me touche à moi. Pourquoi ça te touche? Au fond. C'est parce que ça ne rentre pas dans les règles. Alors là, le problème, c'est quoi? C'est sur le respect de quelles règles?
de la règle qu'on ne dit pas des choses négatives sur quelqu'un devant tout le monde, d'accord. Mais si nous-mêmes on fonctionne dans l'autre sens, on fonctionne de la même manière mais dans d'autres cadres, on ne peut rien dire. Donc la seule chose qu'on va dire, par contre tu ne me parles pas moi de ta mère de cette manière. Mais on ne pourra pas lui dire, tu sais mon chéri, je ne pense pas que c'est une chose très correcte de dire devant tout le monde quelque chose de négatif sur quelqu'un. Et si je lui dis, c'est dire, mais papa, à mes moments, mais enfin, c'est comme ça que je vous vois. Donc on ne pourra pas la dire cette phrase. Et donc, quelque part, notre parole, elle ne peut pas être entendue. La remontrance, c'est tout simplement révéler à l'autre l'impact que peut avoir son dysfonctionnement par rapport à moi-même. Dans le rapport à l'enfant, c'est quelque chose qui n'existera quasiment jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes les parents, il est l'enfant. Parce qu'il n'y a aucune raison que je me sente atteint par la parole ou une attitude d'un enfant au niveau de mon identité de parent. Ce qui me pose problème, c'est ce qui est véhiculé de négatif par rapport à un fonctionnement comme ça. Par exemple, tu me fais honte. Pourquoi? Parce que l'enfant il est dehors, il hurle. C'est un enfant, il hurle. C'est quoi le problème? Par contre, c'est vrai que ce qui pose problème, c'est un enfant qui se préoccupe pas qu'il y ait des autres personnes et qui fait ce qu'il veut. Ça, ce concept-là, il pose problème. Mais si, comme moi, je suis dans un endroit et que j'ai envie de partir, je dis, ben, je m'en fiche, je pars. Et ceux qui veulent pas partir, tant pis pour eux. L'enfant, il voit que dans la vie, eh ben, on ne calcule pas les autres. Alors toi, tu ne les calcules pas parce que tu dis, je veux partir, ben, je pars, tant pis pour vous. Lui, il ne les calcule pas en hurlant. Vous voyez qu'on est de nouveau dans le même problème. Donc, il faut bien comprendre. Au fond, qu'est-ce qui me pose problème là-dedans? À moi, personnellement, je non. Donc, il n'y a pas de raison. On sort, on va dans un endroit. Tout le monde est black tie, black and white. Lui, il a décidé de ne pas être exactement le même look que nous. Dans l'absolu, il est où le problème? Est-ce que c'est sa manière à lui de dire aux autres « je vous méprise » ? Si c'est ça, ce concept-là pose problème. Si c'est juste pour montrer qu'il a envie de faire ce qu'il veut, est-ce qu'il fait ce qu'il veut à la maison, sur son ordinateur? Non. Donc là, c'est juste histoire de jouer un peu. Pourquoi il n'aurait pas le droit de jouer? Il joue. Et on est là, t'as pas honte, t'es pas bien raison. Où est le problème? Donc, ce qu'il faut, c'est chaque fois se dire, au fond, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe derrière? Maintenant, dans le monde de l'adulte, oui, les remontrances sont fondamentales dans un couple. Pourquoi tu agis de cette manière? Tu sais que ça me touche. Parce que je suis, oui, en effet, touché en tant qu'adulte, pardonne-moi, par l'attitude qu'a l'autre adulte vis-à-vis de moi. Oui, je suis touché en tant qu'époux par rapport à la manière dont mon épouse peut agir ou ne pas agir. Oui, en tant qu'épouse, je peux être atteint de la manière dont, pourquoi? Parce qu'on est dans une relation qui fait que certains modèles de fonctionnement peuvent me bouleverser. Mais l'enfant, pourquoi? Sauf si ça signifie un défaut. Et dans ce cas-là, ce qui me pose problème, c'est pas ce qui se passe avec moi et lui, mais c'est le défaut que ça révèle. Et là-dessus, en effet, je dois faire un travail. Vous voyez un petit peu? Donc, au fond, c'est relativement simple. Ce qu'il faut juste, c'est prendre le temps de se poser, de réfléchir, de penser quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se joue, ne pas oublier quel est l'objectif, comment je l'atteins, et comme on l'a vu dans la dernière partie, bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de faire un reproche. Pourquoi? Moi, je vous propose de faire le travail suivant. Quand vous voulez faire un reproche à un enfant ou à l'autre, mais pourquoi j'ai envie de lui dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui m'a touché ou c'est ce qu'il fait? Et ce qu'il fait, si je lui montre en quoi c'est un défaut, est-ce que moi-même je n'ai pas le même défaut au quotidien qu'il a vu? Et si je l'ai, alors je peux lui dire, tu sais ce que tu fais, c'est un problème, et je le sais, la preuve c'est que j'ai la même difficulté que toi. Et je sais très bien qu'au fond c'est pas simple. Moi aussi en effet j'aime bien parfois dire ce que j'ai envie sur les autres, et je trouve que c'est pas bien, et c'est pas simple. Et c'est la raison pour laquelle je le remarque et je te le dis. On peut un moment.
Vous savez, ça fait pas de mal à nos enfants de découvrir que nous, en tant qu'adultes, on est des gens qui avons nos défauts, nos travers et qu'on fait un travail dessus. Et qu'on en est conscient. Ça veut dire Rambo, c'est sympa. Mais ça, c'est dans les films. Voilà quelques idées. On se prend maintenant, comme d'habitude, les 20 minutes qui suivent pour vos questions. Allez. De toute façon, elles vont venir. Hein. Est-ce que oui. le reproche que vous faites à la renaissance donne à l'enfant dans sa vie future et après l'adulte la crise de sentiment de culpabilité qui est... Le sentiment de culpabilité, vous pouvez le créer en 15 secondes. Si vous faites exactement le contraire de ce que j'ai dit. Voilà, donc... C'est-à-dire si on dit tu te rends compte, c'est pas bien. Si vous mettez en plus une petite dose de et moi qui me bats tellement pour toi, c'est comme ça que tu me rends, et autres joyeusetés du même genre, et tu sais ta mère combien elle pleure le soir, et tu sais combien ton papa, à cause de ça, risque de se faire un infarctus. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, au fond, vous lui avez donné les clés de votre vie. Vous lui avez dit, mon bien-être, mon mal-être dépend de toi. Waouh, c'est pesant. Parce que le sentiment de culpabilité n'est pas forcément avec les parents. Après, il devient un sentiment de culpabilité. Ah oui, de manière générale. Oui, oui. Après, on le cultive, et puis on se met dedans, et puis on... Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que ça peut être un peu ennuyeux, et ça peut poser de vrais problèmes. On ne fait pas ce qu'on veut. Si on est sans arrêt dans un sentiment de culpabilité, on ne sait pas dire non, on ne sait pas... Ah oui, c'est sûr. Après, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations, à tous les chantages, et puis à l'incapacité aussi de prendre du plaisir. Parce qu'on se sent coupable. Parce qu'on ne le mérite pas. Et si on en a, il faut payer. Ah, c'est sûr. Je suis d'accord, mais ça sera une autre thématique. Culpabilité, culpabilisation. On l'abordera. Oui, votre question? On peut rentrer dans des cas très concrets, hein, si vous voulez. Oui. Pour une question un petit peu générale, vous avez, d'après vos exemples, montré que finalement, d'une certaine manière, l'enfant est le miroir du parent dans la problématique. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à dire que finalement, c'est quasiment l'enfant qui éduque le parent à partir du moment où le parent a face à lui sa propre problématique et est obligé de la réfléchir à un niveau plus élevé? Alors, oui et non. Parce que l'enfant n'est pas en miroir de manière systématique. Il peut, et on doit se poser la question, et souvent d'ailleurs on le voit, si ce point-là, je me focalise dessus, c'est que quelque part, il me met en miroir par rapport à quelque chose de particulier. L'enfant nous oblige, nous, à penser où nous en sommes dans notre construction. Bon, je ne dirais pas que l'enfant nous éduque, mais l'enfant nous oblige à réfléchir, mais moi, où j'en suis par rapport à ça? Et c'est vrai que parfois on va voir qu'on n'a même pas encore ouvert la porte. Et c'est vrai que si on a décidé d'être adulte avant d'avoir des enfants, ce travail, on est censé avoir reçu ça normalement de nos parents. On est censé arriver à l'âge adulte en sachant parfaitement quels sont les points sur lesquels nous devons faire un travail, quels sont nos points de fragilité, quels sont nos points sur lesquels on doit se développer, et puis au quotidien, avancer là-dessus. Souvent, c'est ce qui se passe malheureusement. Donc, l'enfant, en effet, peut nous obliger à élaborer une réflexion, parce que justement, on se rend bien compte que de toute façon, le reproche ne fonctionne pas. Donc, ça va nous obliger à élaborer une réflexion. Mais je ne me permets juste de ne pas utiliser le terme, il ne nous éduque pas. Il nous remet face à une réflexion sur notre besoin de grandir. Non, d'accord. De faire un travail. L'éducation par la formation de soi-même à travers. C'est évident. Là, au fond, vous savez que l'enfant, pourquoi on l'aime? Parce qu'il nous oblige à grandir. Il nous oblige à grandir. Et quand vous aimez un enfant énormément, c'est que vous réalisez ô combien il vous a obligé à vous battre contre vous-même. Combien il vous a obligé à changer radicalement certaines choses à l'intérieur de vous. Alors c'est sûr qu'au moment où on est obligé de se battre contre soi-même, c'est extrêmement difficile, mais en même temps c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il nous oblige à un moment à fonctionner autrement, et c'est un retentissement à tous les niveaux d'existence. C'est sûr.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents démissionnaires qui laissent faire, qui essayent de récupérer plus ou moins, d'accord, chacun avec son système, mais au fond, la relation d'amour profonde et authentique, elle aurait été difficile à se mettre en place parce que justement, la fonction qu'avait l'enfant à un moment de les bouleverser, de les aider à grandir, il n'a pas pu la remplir parce qu'on s'est refusé à un moment de se confronter à ça. Ça, c'est un choix. Alors il faut comprendre pourquoi parfois on n'y arrive pas. Parfois, mais pourquoi je n'arrive pas à me remettre en cause et à décider qu'il faut falloir que je travaille sur un point. Et puis à partir de là, comprendre qu'est-ce qui peut être origine, on a parfois besoin de se faire aider. Clairement. Clairement, parfois on a besoin. Mais c'est sûr que il peut être aussi miroir de ce qui se passe dans la relation au niveau du couple. Ça aussi, c'est un grand classique. Oui. Parfois les questions fusent. Aujourd'hui, vous êtes bien silencieux. Qu'est-ce qu'on peut faire à un enfant au niveau du reproche par rapport à on va dire, à l'assassin mot, on va dire globalement à l'insolence, comme ça. Vous lui posez la question, vous dire, mais explique-moi exactement, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu cherches? Ça me provoque. Ben, attendez, j'entends la réponse. C'est-à-dire, et à la limite, vous pouvez lui proposer, tu cherches quoi? À me provoquer, à me faire du mal, à me dire que tu n'es pas content, à me dire que tu souffres, à me dire, explique-moi exactement. Et il faut bien montrer à l'enfant que nous acceptons de voir cette réalité et pour qu'on élabore des hypothèses. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Comme dans un couple, à un moment, on lui dit, ouais, comment on fait? On lui dit, on dit, attends, 2 secondes, explique-moi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Alors, généralement, si on se connaît bien, on sait, on n'a pas besoin de demander, on identifie et on réagit comme il se doit. Ça, c'est quand c'est construit. Qu'est-ce que l'autre est en train de voir? Qu'est-ce qui se passe? Si on débute dans cette démarche, on pose la question soit au moment même, soit après. Explique-moi exactement qu'est-ce que tu cherches à me dire quand tu réagis de cette manière. Parce que je me rends bien compte que tu cherches à me dire des choses. Et bien d'accord, c'est pas parce que j'ai oublié de ramener le sel qu'au fond il faut faire un tel drame. Ouais, mais tu m'écoutes jamais. Ah, intéressant. Mais t'as pas l'impression que par ailleurs je sais? Oui, mais c'est en vérité, oui, mais quand c'est pour moi, alors. Ah. Et là on avance. Puis là on peut dire, tu sais, on va pouvoir se le dire, mais même de manière plus douce. Mais c'est comme ça qu'on construit. Remettre et mettre les hypothèses de lecture que l'on a de quelque chose. On remet face à nous les hypothèses. Vous savez, c'est quand vous êtes avec quelqu'un qui vous agresse, expliquez-moi exactement qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il? Et après, il va bien falloir qu'à un moment on le dise, ouais, j'en ai marre. De quoi vous avez marre? Et on ne fait pas la psychologie de prise unique, hein. On est dans un univers dans lequel, voilà, on est, le reproche constructif, c'est ça. Et c'est pas du tout dans l'imaginaire qu'on avait, le reproche, c'est pas bien, etc. On pose des choses. Oui. Et la question, lorsqu'on a l'âge, au niveau de l'enfant, Juste un peu plus. est-ce que quand il y a des situations comme celle-là par rapport à un enfant, quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'un enfant, quand on l'appelle, il ne vient pas. Il est petit, il y a 2 ans. Pareil, on doit lui poser la question. Alors, dans ce cas-là, voilà ce que vous allez faire. Un enfant, on appelle, il y a 2 ans, on l'appelle, il ne vient pas. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi l'hypothèse? Donc, on va se remettre, voilà, on se prend ce cas-là. Donc, c'est quoi l'hypothèse? Hypothèse, soit c'est un enfant qui a un défaut. Qui est quoi? J'en sais rien. Soit, c'est un enfant qui peut-être, lorsqu'il est en train de faire quelque chose qui lui plaît, n'a pas envie de quitter cette chose qui lui plaît pour aller vers moi. Donc ça, c'est pas un défaut, c'est une qualité, au passage. C'est-à-dire, quand je suis dans quelque chose, je suis dedans, et je ne quitte pas cette chose dans laquelle je suis. C'est que c'est génial, dans l'absolu. Il se trouve que là, à son niveau, c'est des choses qui lui plaisent. Un jour, ça sera un texte de marin, un jour, ça sera un problème de maths, j'en l'espère. Mais là, pour l'instant, c'est un jeu, c'est une occupation, que sais-je. Donc, on va lui dire, eh ben, je vois que quand tu fais quelque chose, hein, tu as envie de faire ce que tu fais, hein, et de rester là où tu es, c'est super. Mais tu sais
comme on m'appelle, il faut malgré tout, moi aussi, hein, même quand je fais des choses qui me plaisent, il faut que je fasse autre chose, je fais point, il ne viendra pas pour autant. Mais vous avez commencé à décrypter. Maintenant, il est peut-être, cet enfant est en train de faire une zone test, de savoir jusqu'à où il a une indépendance par rapport à vous. C'est super. C'est un enfant qui a envie de savoir quels sont les contours de la relation. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, je sais que tu as envie de faire ce que tu veux, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Point. Et donc dans ce cas-là, l'enfant est en train de découvrir que dans la relation, à un moment, il y a des règles. Et peut-être que son problème à lui, c'est qu'il est difficile à se soumettre à la règle. Donc vous allez dire, je sais qu'on n'a pas envie toujours d'obéir à ce qu'on dit, mais c'est comme ça. Parce que comment vous habituez quelqu'un au respect de la règle? En lui disant qu'on comprend parfaitement qu'on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix, on respecte la règle. Point. C'est comme ça qu'on a. Enfin, on lui acquiert le principe en lui disant, mais c'est comme ça. Et pas lui expliquer le comment du pourquoi, ça ne sert à rien, sur ce point-là en tout cas. Donc, mais vous n'allez pas le faire chaque fois. Mais vous allez dire, tu sais, comment on dit qu'on vient, c'est ça la règle. Point. Donc vous avez bien montré quel est le point sur lequel il va devoir travailler. Et il ne va pas y réussir de jour au lendemain. Sinon, ça serait un malade, ça serait un ange. Mais c'est sur ce point-là. Et il y a des enfants qui n'ont aucun problème en respect à la règle. Mais leur problème, il va être ailleurs. Vous allez voir qu'il ne vous écoute pas parce que chaque fois que vous l'appelez, il est dans les nuages. Donc vous savez que le travail va se faire sur un autre point. Et donc vous allez à ce moment-là lui dire, bon, je vois que tu as plein de choses dans la tête, alors comment on fait pour que... Alors tu sais ce que je fais? Je t'appelle une première fois, et après je te rappelle 2 autres fois. Inventez votre système. Inventez votre système. Même quand il filme un danger, par exemple, ça veut dire... S'il est avec un gros marteau au-dessus de la tête de sa petite sœur, vous intervenez tout de suite, on fera la philosophie après. C'est des choses comme ça qui font des voitures comme le prévient déjà à l'avance. Automatiquement, quelle est la manière en fait de la chose, comment j'ai pas le temps de vous expliquer. Non mais c'est évident, il y a des moments dans la vie dans lesquels on intervient, point. Mais après on essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un enfant qui ne veut pas suivre votre règle? C'est des enfants, on veut leur prendre la main et ils ne veulent pas. En travers, c'est genre, je ne veux pas que tu m'imposes, ou alors c'est envie d'être dans un souci d'indépendance. Si c'est ça, c'est tout seul, c'est génial. Mais il faut lui expliquer, tu sais, c'est très bien de vouloir faire les choses tout seul, mais certaines choses, à un certain âge, on ne peut pas encore les faire tout seul. Mais c'est très bien. Donc vous lui apprenez à comprendre l'univers des limites de quelque chose qu'il veut développer, mais pour lequel il n'est pas encore équipé. L'idée, en vérité, ce que je vous dis, c'est du domaine de l'évidence. Le problème, c'est qu'il faut juste se poser, prendre le temps de réfléchir et de se dire, et vous allez souvent voir chez chacun de vos enfants un fil directeur, il y a un fil rouge, qui est là et qui nous montre bien quels sont les 2-3 défauts particuliers qu'il exprime et que l'on retrouve dans différentes situations différentes, et quelles sont ces particularités positives qu'il développe dans d'autres dimensions. Et là-dessus, vous allez faire vous un travail dans la constance pour pouvoir, justement, via ce qu'il révèle, faire le travail sur ce qui est à l'origine. Faire le travail sur ce qui est à l'origine. Regardez, en France, on a inventé les couloirs de vélo à contresens. C'est la pire des choses que l'on puisse faire. C'est que comme on a peur de verbaliser, alors on a changé les règles. Mais on a inventé qu'au nom de ce que vous voulez. C'est une catastrophe. Au lieu, pourquoi? Parce que, à un moment, je dois faire un travail sur apprendre aux gens à respecter les règles. Et je dois faire un travail sur moi de ne pas avoir peur de ne pas être aimé parce que je vais verbaliser, parce que tu ne respectes pas la règle. Mais comme on ne fait pas ce travail, mais vous croyez que ça n'a pas d'incidence, mais ça a une incidence au niveau d'une société. Et notre société est en train aujourd'hui de partir dans des slaloms et des dérapages incontrôlés, mais c'est l'expression de ça. On a identifié chez l'autre quelque chose de particulier, il ne veut pas être dans le respect de la règle. J'ai identifié chez moi ma peur de lui dire tu dois respecter la règle, parce que j'ai peur qu'il ne m'aime plus, soi-disant, c'est-à-dire qu'il ne va plus m'élire, d'accord, en l'occurrence. Donc qu'est-ce que je fais? Je change. Et la vie devient compliquée pour beaucoup de monde.
Mais c'est pas grave. Donc c'est tout un état d'esprit. Et nous, dans la Torah, on nous demande de faire exactement le contraire. Et c'est vrai qu'on est un peu à contre-courant, hein. Mais on sait pourquoi on le fait. Oui. Excusez-moi. Dans les précédents cours, surtout dans les premiers, vous avez souvent parlé de la relation verticale entre les parents et les enfants. Mais ça ne contredit pas un peu ce que vous venez de dire ce soir? Ou alors où est la limite entre les deux? La relation verticale, c'est que ma parole, elle est entendue parce que je suis le parent, il est l'enfant. La relation verticale, c'est que je ne suis pas dans un dialogue avec l'enfant ici. J'élabore quelque chose, mais je ne suis pas dans un dialogue. Parce que les histoires, il y a bien un dialogue. Alors si le dialogue, c'est être dans une parole qui n'est pas une parole d'autoritarisme, alors on est dans le dialogue. Si le dialogue, c'est qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es pour? Non, c'est pas ça le dialogue. Ça, c'est une négociation. Donc à un moment, l'enfant, clairement, je suis le parent, il est l'enfant, mais je suis dans une stratégie dans laquelle moi, en tant que parent, je sais où je veux l'amener. À travailler sur des points négatifs, à développer des points positifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'ai une stratégie de parole qui est là pour pouvoir aboutir à ce résultat. Mais je dis des choses, clairement, en tant que parent. Mais je n'utilise pas en effet le rapport de force pour l'obtenir. C'est ça qui est fondamental. Parce que quand je dis à l'enfant, alors on fait quoi? Et que l'enfant me dit, on fait rien, je vais dire non, c'est pas possible. Parce que tu sais très bien que à terme, c'est pas une chose qui est possible. Donc, on fait quoi? Je sais pas, alors moi je vais te dire ce qu'on va faire. Et là, vous ouvrez aux différentes solutions. Aider l'enfant à prendre conscience que derrière cette chose qu'on lui reproche se cache un défaut, qu'il a tout intérêt à travailler s'il veut construire sa vie, c'est au fond ça l'objectif. C'est ça qu'il faut faire. Et si l'enfant arrive à comprendre cela, et il peut le faire si on le fait, ou en tant que parent, mais tout est ouvert. Parce qu'il n'a pas peur d'identifier à travers ses comportements ce qui est à l'origine des choses, et il sait que on ne peut pas lui faire le reproche d'être ce qu'il est, parce que ce qu'il est, c'est le fruit de son histoire et de sa génétique psychologique, puisque j'ai utilisé ce terme, et donc, à ce moment-là, il ne se sent pas mal, parce que c'est sa réalité, et donc maintenant, on lui dit, voilà, c'est comme un enfant veut dire, ah moi je sais, je suis dyslexique. Moi je trouve qu'un enfant qui dit ça, c'est génial. Et, parce qu'à un moment il aurait dit, ah moi je loupe. Non, tu loupes pas. Je suis dyslexique et cette dyslexie, je l'ai identifiée à travers des échecs sur lesquels on a dit, bon alors comment on fait? Qu'est-ce que ça révèle? Et un jour, le spécialiste dit, vous savez ce que ça révèle? Pas de la flemmardise, pas de l'inattention, pas de truc, ça révèle quelque chose qui s'appelle de la dyslexie. Et il y a différentes manières de travailler dessus. Super. Et donc à la limite, voilà, être dans l'acceptation. Si nous on l'accepte, l'enfant peut l'accepter. Et après, on lui dit, un enfant, c'est des enfants qui ont tendance à prendre du poids très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont très gourmands. Il y a différents gourmands. Certains sont gourmands parce qu'ils veulent compenser, parce qu'il y a des peurs d'autre chose. Mais à un moment, d'autres, c'est parce qu'ils ne savent pas se tenir. Ils ont une nature qui fait que quand je veux avoir. C'est difficile. Ben, on va identifier, on va dire, alors comment on fait? Parce que tu sais très bien que si, en permanence, tu réponds oui à tout ce que tu as envie, un beau jour, ça sera très compliqué. Mais je comprends que pour toi, c'est très compliqué. Et je l'accepte. C'est mon enfant, Akadosh Baruch Hu me l'a donné, il est comme ça, et c'est ça sa réalité. Et maintenant, on trouve les pistes. Et parfois, il va dire, ben écoute, interdis-moi alors. Je dis, ok, est-ce que tu penses que ça sera suffisant, même le jour où je ne serai pas là? Et le jour où je ne suis pas là, où je ne suis pas à la maison. Moi, je veux bien. Parce que si tu m'interdis, alors je te promets, je le ferai. Je veux bien. Et là, l'erreur, ça serait dire super. Non, dire, mais. Parce que derrière l'enjeu, c'est pas tu manges pas de chocolat. C'est que tu apprennes à gérer ce défaut et cette difficulté. Oui. Alors, est-ce qu'on peut les mettre devant leur réalité? C'est-à-dire, ils méditent un peu, il est chaud, ils ont 2-3 ans,
dans la réalité, c'est-à-dire prendre leurs mains et approcher en leur expliquant que c'est chaud, que c'est dangereux. Oui. Enfin, j'entends votre question, je vais répondre, mais expliquez-moi où ici on rentre par rapport au sujet. C'est une situation où il y a une dangerosité. Oui. Soit on l'explique et... Mais soit il est dans l'ignorance. Ben, s'il est dans l'ignorance, il faut bien lui apprendre. Ah, non, on peut le Bon, montrer, il faut apprendre à nos enfants, mais là vous êtes dans l'apprentissage. ça peut être... Mais si l'enfant sait que, et malgré tout il y va, qu'est-ce qui se joue derrière? Et c'est là où vous allez réfléchir. Comment ce type qui sait que ça peut brûler, il y va quand même? Vous savez ce qui l'amuse? C'est de voir comment vous cavalez, comment vous foncez. C'est super marrant. C'est comme les gosses qui courent autour de la table et on court derrière. Ah, c'est marrant, c'est super rigolo. Ma mère me cavale derrière et mon père aussi, et ils n'arrivent pas à m'attraper. C'est marrant, il y a un jeu. Je fais jouer mes parents. Enfin, ils jouent avec moi. Donc si vous ne réagissez pas, et qu'il sait très bien que ça brûle, et alors il y va, et il pense que vous allez intervenir, vous n'intervenez pas, il se brûle. Mais je t'avais dit, mais il le sait. Non, c'est pas dit qu'on ne fait rien pas. C'est-à-dire que prend sa main, on voit bien que c'est chaud. Ah mais attendez, il est au courant ou pas encore? Pas encore. Ah voilà, pour la première fois, vous avez votre méthode, j'en ai peut-être d'autres. Ok. Vous pouvez lui apprendre des Je choses. la permets parce que dans le sens où c'est brutal, ça veut dire qu'on prend sa main. Ah oui, non mais je vous dis qu'on vous le faites, moi je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut faire. Non, Vous savez ce que je fais moi? Je prends pas sa main, je prends la mienne. Et je lui dis, tu sais mon chéri, il ne faut pas s'approcher, regarde, ah, j'ai chaud, aïe. Donc il voit que moi, parent, le parent, ah, ça m'a fait mal. Donc il comprend que lui, ça risque de lui faire mal. Mais on dit, tu veux essayer? Non. Ok. C'est tout. Oui. Vous parliez de s'adapter en fait à l'enfant dans la façon dont on va lui reprocher quelque chose. Et en fait, quand ils sont deux rapprochés, ils ont des modes de fonctionnement qui sont complètement différents dans l'appréhension du reproche. Par exemple, voilà, il y en a un qui va jeter de la nourriture par terre, comme vous avez donné l'exemple tout à l'heure, et je vais lui parler, je vais lui expliquer les choses. Et l'autre va le faire derrière et va me dire, t'as fait que lui parler, tu l'as pas grondé. Que lui, en fait, il ne comprendra que peut-être le fait d'aller dans sa chambre, d'exprimer différemment, et pas le fait d'avoir expliqué les choses. Alors si en effet en lui disant, écoute, c'est un peu dommage parce qu'on jette pas de la nourriture, etc., et ça marche, il faut lui dire, c'est mon chéri. Ce qui est important, c'est pas de gronder, c'est de toujours faire les choses. Et si toi d'ailleurs, quand je te dis, tu arrêtes de les faire, il n'y a aucun problème, hein, je fais la même chose. C'est tout. Il faut lui montrer quel est l'enjeu. C'est sûr certain que si la manière dont tu peux entendre, c'est de dire alors on va le faire. Mais derrière ça, réfléchir à quoi il joue. Est-ce qu'il joue pour voir si vous réagissez? Est-ce qu'il joue parce que, etc. En fait, c'est ça, le truc qui croit que parce que j'ai pas grondé l'autre, ah oui. parce que l'autre comprend en fait. Mais vous savez que vous avez ça dans beaucoup de couples dans lesquels, si on ne s'énerve pas, alors le conjoint pense qu'on ne donne pas d'importance aux choses. Tu vas pas crier. Attends, c'est un peu qu'il faut crier. Non, mais si tu n'agis pas, oui, c'est un problème. Le problème, c'est quoi la forme? Alors, c'est quoi l'objectif? C'est qu'ils réparent la bêtise, c'est qu'ils aident, etc. Ils le font, c'est là. Alors, bien sûr, si c'est parce que j'ai payé, parce que là, c'est pas du tout l'éducation. Mais si à travers une manière autre, je les ai amenés à prendre conscience qu'il fallait le faire, et que c'était pas dans le rapport de force, mais souvent c'est ça la difficulté. C'est qu'au fond on comprend pas que l'objectif, c'est de savoir comment on va atteindre les choses. Et on va dire un enfant dit mais pourquoi tu te dis écoute moi j'aimerais bien ne pas utiliser cette solution, mais j'ai l'impression que c'est la seule solution qui marche pour t'aider à comprendre que c'est important. Parce que tu dois comprendre que c'est important. J'ai l'impression que c'est la seule. Alors je l'utilise, mais moi si tu m'en trouves une autre, moi je suis pour. Hein. Moi je suis pour. C'est un moment s'il faut pas avoir peur de le dire de cette manière. Oui. Ouais, après oui. Pour les adolescents, quand ils sont proches de l'âge adulte, 17, 18 ans, des fois on a envie de leur parler, mais on ne sait pas comment faire, et on ne fait rien. Et ça on gamberge dans la tête et on n'arrive pas on vous entend parler, enfin moi j'ai l'air de trouver ça évident quand vous l'expliquez, mais après quand il y a un adolescent de 17 ans, par exemple il est tard, il travaille le matin, c'est en apprentissage ou il fait des études,
on voudrait lui dire qu'il rentre pas trop tard, on ne sait pas comment faire. Et enfin, de quoi on a peur? c'est pas qu'on a peur, c'est qu'on ne sait pas comment formuler, ou on n'a pas... Mais vous savez ce que vous me dites, vous le lui dites. Puis écoute mon chéri, j'ai un problème, je peux t'en parler 2 minutes. J'ai besoin de te dire quelque chose, je ne sais pas comment le faire pour quand, je ne sais pas comment le dire. Ça va l'intriguer le gosse. Non mais je ne veux pas. Ça va l'intriguer. De dire écoute, je voudrais te dire un truc tout bête, c'est que demain matin tu te lèves tôt et qu'il faut que tu fasses attention de ne pas rentrer trop tard. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je le dise pour que tu l'entendes. Bon, maintenant je t'ai dit, alors t'as compris. C'est un moment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire. Et puis, de dire aussi les choses simplement. Écoute, j'ai besoin de te dire une chose. J'ai besoin de te le dire. Et pas dire tu m'écoutes, hein. Non, moi j'ai besoin de le dire. Et ça, c'est un grand principe au niveau des ados. Les ados, à un moment, il faut leur dire, écoute, moi, je ne veux pas que tu me dises un jour pourquoi tu ne m'as pas dit. Alors je te donne les éléments. Après, je ne peux pas sans arrêt être derrière toi, il n'est pas question. Mais voilà. Donc, mais vous savez, et c'est en plus, et quelque part, il y a quelque chose de tellement beau et d'authentique dans une phrase comme ça. Je sais pas comment te le dire. Je suis un peu embêté, j'ai besoin de te dire un truc, mais je ne sais pas comment te le dire. Et il va vous dire, ne le dis pas. Et le problème, c'est que j'ai envie de te le dire. Alors je le dis vite fait, fais attention demain matin, tu te lèves très tôt. Essaye de ne pas rentrer trop tard. Voilà, point. Moi, je sais ce que je dis. Bon, de toute façon, oui, c'est vrai, je te rassure, et je ne peux pas t'attacher avec un lasso. Maintenant, voilà. Oui. Et en général, je rebondis sur ce que monsieur dit, l'ado va dire t'inquiète pas, maman, je gère. Effectivement, on ne peut pas contrôler tout ça. Mais il faut dire, mais je suis désolé, j'aimerais ne pas être un truc, mais il se trouve que je m'appelle une maman. Mais oui, mais l'ado, il a ses réponses toutes faites. Ah oui, non, je gère mon temps de sommeil, je gère mes devoirs, je gère tout. Il faut le dire, Mazatos, ça me fait très plaisir que tu me le dises. Je suis vraiment heureuse de l'entendre, et c'est génial. Si tu y arrives, c'est top. Mais si on voit qu'il fait mal, on va le alors, combien de fois? Attendez, alors après vous dites, bon, tu m'as dit que tu gères, mais concrètement, le résultat de la gestion, c'est quoi? C'est tout. Il faut juste le mettre face à ses réalités. Faut dire, je te fais pas. Faut dire, c'est peut-être un bon gestionnaire, mais peut-être que là, dans la gestion des trucs, c'est un peu compliqué. À un moment, il faut remettre l'enfant face à lui-même. Donc quand il dérape, on va lui réexpliquer, mais on ne va jamais se mettre à un sujet, on rappelle juste les règles. Oui, on le met, ça dépend, 12, 13, 14 ans, et écoute mon chéri, je sais très bien que tu n'as qu'une envie, c'est de jouer, c'est normal, mais dans la vie, même si on veut faire certaines choses qui nous plaisent, on n'a pas le choix, on est obligé de. On vous lui rappeler que derrière, vous avez parfaitement compris que c'est son Yetzirah qui se travaille, qui se joue. Mais je ne cours pas autour de la table pour essayer d'attraper l'iPad. Qu'est-ce que l'iPad il fait à faire dans ses mains? Avec ça, je n'arrive pas à lui enlever, sinon il faut que je cavale autour de la table, il est bien plus rapide que moi. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce soir, vous ne cavalez pas, mais demain, l'iPad, il est chez vous. Vous allez expliquer pourquoi. Écoute, comme je sais très bien que je perds à la course contre toi, et je me rends compte qu'au fond, tu as un vrai problème, c'est que l'iPad te tente énormément, et je comprends, c'est beaucoup plus agréable de faire de l'iPad que des devoirs, alors je t'aide à lutter contre ton Yetzirah. Et après, il va négocier les horaires. Attendez, c'est là où vous êtes le parent, il est l'enfant. Et alors justement, je ne sais pas quel temps il faut lui laisser. Les règles, vous allez les par semaine, est-ce que c'est tant d'heures par jour? Eh bien, vous allez lui dire, de toute façon, que pour l'instant, je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Si d'abord, tu as besoin d'avoir encore, et si oui, combien de temps, je ne sais pas, je réfléchis, et quand je finis de réfléchir, je te mets le faux. N'ayez pas peur. T'es pas sympa, t'es pas une mère, je t'aime plus. Je comprends, t'es pas envie de m'aimer si je ne réponds pas à tes désirs. Mais au fond, il faut lui montrer, il faut dire, mais attends, réfléchissons 2 minutes. Ici, ce truc-là, il est très attractif. Et là, tu as des choses qui sont très importantes. Et tu as envie de mettre de côté des choses dont tu sais qu'elles sont très importantes pour répondre à ton désir. Mais je comprends que tu as envie de faire comme ça. On a tous envie. Et moi, je suis là pour t'aider justement à sortir de ça. À un moment, il faut. C'est ce que je disais tout à l'heure, acceptation. J'accepte. Mais c'est lui qui accepte pas, c'est pas moi. Non, l'acceptation d'une réalité.
Et après, méthode. Et après, méthode. Et ça, c'est votre responsabilité de parents. À un moment, ça ne sera plus possible. Parce qu'ils sont dans une forme de pseudo-indépendance. Mais tant que c'est possible, dire, écoute, de toute façon, voilà. Le problème ici, c'est qu'il y a un conflit entre ton désir et tes obligations. Et tes obligations ne doivent pas être là parce que c'est des obligations. Elles sont en plus fondamentales. Comment on fait pour réussir à faire coexister les deux? Pour l'instant, toi, tu n'y arrives pas. La preuve, tu m'as dit que oui, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Mais moi, je vais t'aider maintenant à gérer le problème. Et c'est là-dessus où il faut que les choses se jouent. Il faut qu'ils comprennent bien que vous n'êtes pas ici dans un rapport d'autoritarisme. Vous montrez bien, voilà. J'arrive pas à résister à mon désir. Oui, mais il faut résister. On fait quoi? Alors, solution 1, je te construis pour apprendre à le faire. Difficile, honteux. Solution 2, je mets de côté l'objet de ton désir parce que ça sera plus simple. Alors il va dire à sa femme, écoute, je vois que chaque fois qu'il y a du gâteau au chocolat, tu n'arrives pas à résister. On fait quoi? Ah ben je fais la gâteau au chocolat. Ou je ferme ma clé. Ah c'est dommage, c'est pas la bonne solution. Mais c'est l'étape numéro 1. Parce que quand tu le prends, ça te fait mal après. Et tu le sais, pourtant t'arrives pas. Je comprends, c'est pas simple. Je comprends. Ce n'est pas simple. Mais tu sais très bien que c'est toxique. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une démarche que j'ai pas du tout avec mes enfants. Parce que je m'occupe de mes propres problèmes, on va dire. Et j'ai plusieurs enfants. Et j'ai l'impression, quand j'entends ce cours, qu'il va falloir que je me focalise sur les problèmes, sur les défauts de chacun de mes enfants. Et que ça va être une tâche phénoménale. Extrêmement simple. Extrêmement simple, parce que vous allez voir à terme qu'au fond les enfants sont très partants. Pas tout de suite, je vous le rassure tout de suite. Mais à terme, vous allez voir qu'au fond, ils ressentent de la reconnaissance parce que vous les aidez. Vous savez, quand un ado vous dit « Mais pourquoi mon père ne m'a pas interdit ?» Ça fait mal. Pourquoi ma mère ne va pas donner les moyens d'eux? C'est difficile. Un enfant peut rentrer, pas être d'accord, mais à un moment, il y a maintenant, qu'on le veuille ou pas, ta capacité. Alors oui, maman n'a pas toujours, oui, papa n'a, je suis d'accord, il y a eu des dysfonctionnements, mais là, aujourd'hui, le fait que tu sois capable, dans une situation pareille, de gérer, qui t'a appris ça? Qui t'a dit, non, mon chéri, je sais que tu as envie d'aller à la pêche à la ligne, mais tu termines. Parce que je sais très bien qu'entre la pêche à la ligne et les maths, on préfère faire la pêche à la ligne, je sais. Et aujourd'hui, on essaie d'autres systèmes, et les autres systèmes ne marchent pas. Donc le dernier système qui reste, c'est tu bouges pas. Donc je le fais. S'il y avait un autre système, on l'aurait fait. L'enfant atteint vous sera reconnaissant. Rappelez-vous de ce principe. Les enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Ils ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Et si vous avez ça en tête, là vous travaillez pour leur construction de vie. Et je vous assure que le bénéfice et le retour, vous allez l'avoir, mais c'est évident à un moment. Mais c'est sûr qu'au début, vous n'allez pas être dans le résultat. Mais le problème, c'est comme tout. Est-ce qu'on va être dans l'immédiateté ou est-ce qu'on est dans la construction? L'enjeu, il est là. Et là, vous rentrez dans l'étape de construction. Maintenant, votre vie fait que vous gérez d'une manière A ou B. Vous avez décidé, mais là, vous pouvez dire, très bien, super. Je passe une étape 2. Vous n'êtes pas trompé. Vous avez fait une première étape. Votre histoire, votre vécu, votre sensibilité, votre relation à vous-même, vos enfants, ce que vous voulez, très bien. Étape 1, next. Étape 2. D'accord? Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis Bezrat Hashem dans un mois pour